Dans cette saison du podcast Range ta chambre, on va voir comment des élites corrompues vampirisent des générations entières pour se maintenir au pouvoir. Le but c'est que tu comprennes pourquoi faut être un pigeon pour accumuler de l'argent sur un compte bancaire. Comme d'habitude, range ta chambre pendant l'écoute, ça va te faire du bien. First thing I do every day is look at my cash accounts to figure out where can I get rid of this trash. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce tout dernier épisode. Kylian, merci d'être là, merci de m'avoir aidé à préparer ça. Merci à toi, encore une fois. On était censé le tourner hier. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que le sujet était beaucoup plus complexe et intéressant que ce à quoi on s'attendait. Donc on s'est laissé une journée de plus de travail pour vraiment vous sortir un truc carré. Et donc là, vous écoutez un truc carré. Préparez-vous, ça va être très très carré. Tout en ayant filtré des informations, parce que si on voulait tout dire, je crois qu'on s'en serait jamais sorti. Mais je pense qu'on va dire beaucoup de choses. Et on a une bonne compréhension du sujet parce qu'on en est arrivé au stade en fait où en regardant des vidéos, des documentaires, ainsi de suite, ben on corrigeait en fait les mecs dans les documentaires, genre de chaînes YouTube qui avaient des noms officiels, genre economics.com ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis histoire et géopolitique. Exact. Kylian, tu veux nous faire petite situation récapitulative du passé en Argentine? Parce que je pense qu'on va passer beaucoup de temps sur les 25 dernières années. Ouais. Mais ouais, exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui se sont passées. L'histoire de l'Argentine, en fait, c'est l'histoire pour la faire globale, pour faire un petit résumé, comprenez vite fait de quoi va parler l'épisode. C'est des politiques de monopole de création monétaire par l'État, d'interdiction à la population d'accéder à une monnaie qui leur permet de se projeter dans le temps, tout simplement. Pour pouvoir... C'est l'histoire de la gauche, quoi. Ouais, voilà. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, en fait, si tu veux le prendre sous ce prisme-là, vas-y. Je me dis, ça va fermer des gens d'esprit. Ils vont se dire, ah, mais du coup, c'est-à-dire c'est des trucs de droite, donc je vais pas écouter ce qu'ils disent. Essayez juste d'écouter ça, non pas sous le prisme gauche-droite, mais juste de vous dire, qu'est-ce qui est juste d'après nous. Ouais, c'est un bon point, parce que je pense que, de toute façon, il n'y a pas une vérité générale en économie, en quoi que ce soit, mais je pense que c'est important d'avoir de l'esprit critique pour se dire, ok, il n'y a pas une vérité générale, mais je pense quand même qu'il y a une idée qui marche un peu mieux que les autres. Voilà, je pense que c'est un très bon prisme. En tout cas, l'Argentine, c'est un pays qui a testé beaucoup de fois la même idée, et on va voir en fait à chaque fois en quoi est-ce que c'est complètement paradoxal, mais en fait, en mettant en place certaines politiques qui, c'est vrai, peuvent être dites de gauche, en fait, on a encore plus défoncé la population et on l'a rendue dépendante en fait des gouvernements corrompus. Et qui est-ce qui s'est enrichi dans le process? Alors c'est une histoire. Désolé, Pépé s'il se dit le Pépé sauce là qui se réveille. On va parler de pesos argentin, on va te parler d'évaluation, peut-être petit récapitulatif de corruption, de l'Argentine. Est-ce que tu veux reprendre à première guerre? J'y viens, et juste j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que l'Argentine c'est un peu l'histoire du pays du coup qui essaye des choses. Il l'aurait essayé plusieurs fois, à chaque fois le même résultat. Et il continue de réessayer quand même. Et c'est Einstein qui disait qu'il fallait être complètement fou pour reproduire la même succession d'événements et s'attendre à chaque fois à un résultat différent. Ouais, exact. Einstein, il était pas né encore en 1914. Ah, quoique, pas né, je sais pas. En tout cas, il avait pas encore l'esprit que l'on lui connaît aujourd'hui. En fait, le problème avec ça, si tu veux, je pense que si l'Argentine a retenté toujours la même chose, c'est parce que la solution qu'elle essayait d'implémenter pour résoudre son problème, en fait, c'est la cause du problème de base. Oui. Donc en fait, l'Argentine, c'est un pays qui a fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Se mord la queue. Et en fait, à chaque fois, c'est on a ce problème, du coup, on va boire de l'alcool. Ah oui, putain, je me sens vraiment mieux quand je bois de l'alcool. Et ensuite, t'as la gueule de bois. Ouais. Et ensuite, tu te dis, ah bah putain, je me sens pas bien, donc je bois de l'alcool. Ah putain, je me sens encore mieux. Et en fait, c'est ça l'Argentine. Avec du steak de bœuf et Maradona. Bref, ils sont connus pour ça. Tu veux faire un petit récap du coup statistique déjà? Je crois que c'est 58 millions d'habitants. Ouais, donc c'est un grand pays. Espagnol. Ouais, c'est un grand pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un pays qui s'étale sur une très longue latitude. De haut en bas. Du nord au sud, de haut en bas, on va dire ça comme ça. Donc t'as au nord des climats tropicaux et tout au sud tu retrouves la ville d'Ushuaia, donc avec les pingouins, la banquise, etc. Je crois que c'est la ville la plus au sud du monde. C'est la ville la plus au sud, ouais, la grande ville la plus au sud. Parce que je crois que t'as des petites villes en dessous au Chili, mais c'est genre petit village plus que ville. Donc bref, beaucoup de climats très variés, ce qui permet une agriculture très variée et ce qui fait le centre économique principal de l'Argentine au final, cette agriculture. Donc ça, c'est le gros point majeur. Il faut savoir qu'en Argentine, on a trouvé, c'est assez récent les trouvailles, j'avais vu, du gaz de schiste. Ça fait une quinzaine d'années, je crois, c'était début 2010 qu'on s'est rendu compte que l'Argentine, deuxième plus grosse réserve derrière les États-Unis de gaz de schiste. Et tu as beaucoup de lithium aussi. Lithium qui sert à la fabrication des batteries notamment, donc qui sera de plus en plus à la mode avec les voitures électriques qui arrivent incessamment sous peu, qui sont déjà là d'ailleurs, j'ai envie de dire, en tout cas en Europe. Bref. L'Argentine, on commence l'histoire en 1914 du coup. En fait, ça va être un excellent exemple, un peu comme avec le Venezuela, de comment est-ce qu'un pays, malgré des ressources naturelles extrêmement riches, en fait, peut se retrouver dans la merde.
Et ça, c'était, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans le cadre du Venezuela, mais il y a énormément de pays pour qui c'est le cas. C'est pas les ressources naturelles qui font qu'un pays se développe bien, c'est pas le niveau de développement technologique qui fait qu'un pays se porte bien. Il y avait l'exemple dans un cours que j'avais suivi qui parlait des institutions financières. Et dans ce cours, il prenait l'exemple de la Chine qui, je sais plus, je crois que c'était sous la dynastie Ming, probablement un truc dans le genre. En fait, technologiquement, ils étaient beaucoup plus avancés que l'Europe. Mais ce qui s'est passé... Dynastie Ming, tu peux me situer un peu dans le temps ? 16e siècle, par là. D'accord. Et vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que c'est 16e siècle. Et en fait, les zones de Chine qui étaient en bord de mer, les zones côtières, se sont énormément enrichies. Il y avait beaucoup de marchands qui commençaient à se faire pas mal de thunes. Grâce aux poissons ? Grâce probablement des techniques de pêche, j'en sais suite, mais aussi du commerce, en fait. Et c'est ça le point clé, parce que toute l'aristocratie chinoise, elle s'est rendue compte qu'il y avait une nouvelle élite qui était en train d'arriver, une élite commerciale, des commerçants qui devenaient riches. Et en fait, vu qu'ils se sont sentis menacés, ils ont interdit le commerce avec l'international. Donc la Chine, était avancée technologiquement, mais elle s'est fermée à l'international, un peu comme on va le voir avec l'Argentine. Et ce qui fait que la Chine s'est retrouvée complètement étouffée. Donc tu peux avoir un pays avec des ressources, comme c'est le cas pour le Venezuela ou l'Argentine. Tu peux avoir un pays développé technologiquement. Et donc, dans les deux cas, c'est pas ce qui garantit le succès économique d'un pays. Et à côté de ça, tu as des pays, par exemple, on peut prendre la Corée du Sud, on peut prendre les États-Unis, qui vont, eux, plus favoriser la liberté. Et au final, on va le voir encore une fois avec l'Argentine, mais il se trouve que c'est ça le premier facteur de développement économique le premier indicateur, disons, de succès d'un pays d'un point de vue économique qui permet aux gens de sortir de la pauvreté. Ouais, parce qu'en fait, si on résume le concept assez simplement, t'as 50 millions de personnes, tu leur laisses la liberté de faire ce qu'ils veulent. Sur les 50 millions, il y en a peut-être, 50, 500, 5000, peu importe, qui auront une idée de génie, qui la mettront en place, qui feront travailler d'autres personnes pour leur business et qui arriveront à développer leur truc. Et après, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la Chine. Je me demande si c'est pas l'histoire, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais le début de la route de la soie, Marco Polo, tout ça, c'est pas les mêmes années par hasard pour le commerce international. Enfin bref, je dis peut-être une grosse connerie, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai 1515 en tête pour Marco Polo. Enfin bref. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le commercialiser de toute façon, tu resteras pauvre toute ta vie. Si tu sais pas ou si on t'interdit de le commercialiser. Ou si on t'interdit de le faire, exactement. Donc ne pas savoir, ça peut englober plein d'éléments, quoi. Bref, 1914, on y revient. 1914, vas-y, je te laisse le récap historique. On va faire très rapidement, on va arriver très vite jusqu'aux années 90. En fait, donc on a un pays avant 1914 qui est très dépendant des investissements à l'international, notamment de l'Europe, de la Grande-Bretagne, qui investit massivement en fait sur le réseau ferroviaire en Argentine, sur les ports, sur les banques, enfin bref, toutes les grosses institutions qui permettent au pays de se développer. Et 1914 oblige, début de la guerre en Europe. Les investissements sont complètement gelés de la part de la Grande-Bretagne. Donc du jour au lendemain, en fait, l'Argentine se retrouve un petit peu isolée, entre guillemets. La Grande-Bretagne alloue toutes ses ressources à sa guerre et l'Argentine un peu isolée. Alors, c'est le moment du coup où je résume ça assez facilement en disant que l'Argentine, c'est le petit élève qui commence à bouder tous les autres élèves de la classe parce qu'elle n'est pas contente de ce que les autres élèves lui ont fait. À partir de 1920, elle va commencer à imposer des droits de douane élevés à l'encontre de l'international, en fait, à l'encontre de beaucoup de pays à l'international. Un droit de douane, si je peux résumer ça rapidement, parce que c'est très simple en réalité à comprendre, c'est de prélever un impôt à chaque fois qu'on achète un produit de l'étranger. Et donc, ça rend les produits... Imaginez, vous êtes argentin et il y a des droits de douane qui sont élevés. À chaque fois que vous allez avoir envie d'acheter un produit, un produit français, un produit chinois, vous allez devoir payer un impôt, disons, de 30% sur cette importation, ce qui fait que le produit chinois vous coûte 30% plus cher. Et donc, vous allez plus facilement vous tourner vers des produits argentins, vu qu'ils coûtent 30% moins cher. Alors, évidemment, vous faites un calcul économique, mais l'effet d'un droit de douane, ça favorise les industries locales au détriment du commerce international. Et c'est ce qu'a fait l'Argentine, du coup. C'est en mode, vous voulez arrêter de nous donner de l'argent, en fait, on arrête de travailler avec vous, en fait. Exactement. Alors, pour autant, il y avait quand même une petite contradiction, parce que l'Argentine, elle continuait d'exporter massivement. Il n'y avait pas eu forcément de réponse des pays auxquels l'Argentine a imposé des droits de douane. C'est-à-dire que dans la logique, et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment avec Trump, quand un pays impose des droits de douane à un autre, cet autre pays réplique de la même manière pour que guerre commerciale, quoi, tout simplement, si on résume ça comme ça. Avec l'Argentine, ça n'était pas forcément le cas à l'époque. Il y a eu quand même du coup toujours beaucoup d'exportation et d'importation, et l'Argentine restait toujours très dépendante de ça. Elle exportait du coup beaucoup d'agriculture, comme on le mentionnait. D'exportation et d'importation. L'importation aussi, oui. Qui continue malgré les droits de douane, du coup. Oui, parce qu'en fait, elle était dépendante en termes de biens industriels. Elle a pas le... oui, c'est ça.
T'as beau avoir imagine, t'as une usine, t'as des machines dedans, si tu les produis pas localement, il faut bien que t'ailles les chercher quelque part. Donc c'était toute cette partie-là qu'elle est importante. Ouais, parce que l'Argentine, du coup, avait une économie qui était extrêmement basée sur, comme tu l'as dit, l'agriculture, la production de viande. Donc c'était le blé et la viande, principalement, qu'elle exportait à l'étranger. La viande de bœuf qui est connue exactement en Argentine. J'ai plus exactement les dates. Ils savaient pas faire des machines, en fait. C'était un peu des mecs qui faisaient des grillades le dimanche, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas toute la semaine. Première blague raciste. C'est vraiment non, mais les Argentins sont très sympas. Moi, tous les Argentins que j'ai rencontrés à l'étranger, tous hyper sympas. Ouais. En fait, bref, après on pourra parler de... On en reparlera. On en reparlera. Allez, restez ici. Les pépécitos. On en reparlera. Deuxième blague raciste. Mec, moi je suis moitié péruvien, je peux faire des blagues comme ça. Toi, attention, mec. T'as pas la carte. Il y a beaucoup d'Italiens. Ah, mais non, mais toi, t'es italien. Il y a beaucoup d'Italiens en Argentine, je peux me permettre. C'est bon. Il y a eu un énorme mouvement de population par là-bas. C'est vrai. Et d'ailleurs, on dirait qu'ils parlent espagnol. On dirait que les Argentins parlent espagnol avec un accent italien. C'est vrai. L'accent argentin, bah oui, c'est... Je n'ai pas rencontré beaucoup, tu vois, des Argentins. En fait, en Espagne, il y en a beaucoup. Au Mexique, il y en a énormément. Ouais. En fait, dans tous les pays hispanophones, il y a énormément d'Argentins. Et d'ailleurs, du coup, il y a du racisme contre les Argentins. Par exemple, ici en Espagne, je t'avais raconté l'histoire de mon ancien bailleur. Au moment où j'allais signer mon contrat de bail, il me demandait une justification de mes revenus, c'est pour s'assurer que j'allais payer. Et je lui ai dit que j'avais pas, tu vois, parce qu'en fait, c'était la première année où j'avais commencé à travailler, donc j'avais pas encore reçu mon... comment on appelle ça, mon attestation fiscale, donc combien j'avais payé d'impôts. Et le mec m'a dit ah mais ça va tant que t'es pas argentin. Moi je venais d'arriver, tu vois, pas souvent, vu que je suis blanc et que je parle espagnol et que j'ai pas un accent d'espagnol d'Espagne et que j'ai un accent sud-américain et que j'ai traîné avec beaucoup d'argentins et des fois j'ai un mélange d'accents, un petit peu accent argentin, colombien, on me dit un peu de tout, mexicain même. Mais donc il s'était dit que j'étais peut-être argentin et il m'a dit ouais tant que t'es pas argentin, tu sais, il m'a regardé un peu comme ça, genre en mode est-ce qu'il va réagir. Et moi mais bref, du coup le point c'était les exportations argentines continuent les malgré les... Et les importations aussi. Okay. C'est ça, malgré les droits de douane, malgré le fait que l'Argentine elle boude le monde. C'est, je me fais l'image, je te dis, du petit gosse dans la classe, un petit peu, je boude tout le monde, mais en même temps je suis un petit peu pourri gâté, je continue à travailler avec tout le monde quand même, tout en vous disant je te boude machin. Bref, donc il y a eu ça, 1920, 1930 ça continue, 1930 on va pas rester là-dessus, mais 10 grosses années compliquées en termes de politique. Il y a eu des coups d'État, il y a eu... En fait, il y a la crise de 29. La crise économique de 29 qui vient foutre un bordel aussi en Argentine. Parce que du coup, ils continuaient d'importer beaucoup, mais la crise de 29 elle met fin à tout ça. Je crois qu'on en a parlé dans le podcast sur l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. C'est un petit peu les mêmes événements. Et aussi sur la Grèce, en fait. Il me semble qu'on en a aussi parlé sur la Grèce. Ouais. Mais la crise de 29 aux États-Unis, ça a impacté le monde entier. Tous les pays se sont refermés sur eux et c'était la merde. Et ce renfermement, du coup, ça devient une vraie réponse politique de la part de l'Argentine qui commence à mener une vraie campagne pour rendre son pays le plus indépendant possible et pour tout faire de manière locale, qui favorisera du coup derrière la montée du péronisme. Juan Perón en 1940 quelque chose, je sais plus. 43, 45, 41, je sais plus, par là, dans le début des années 40. En tout cas, dans les années 40, la politique, elle est simple. Premièrement, des nationalisations massives et deuxièmement, des subventions massives envers la population. Ces subventions elles prennent la forme un peu de ce qu'on connaît en France, avec le droit au chômage, l'assurance maladie, etc. On y rajoutera une petite pincée de piment en Argentine parce qu'on reste en Amérique du Sud. Reste en Amérique du Sud, donc il y a une petite pincée de corruption au passage, etc., etc. Mais le péronisme, voilà, dans les grandes lignes. L'État-providence. Parfait, le terme est parfait. Ça va marcher pendant quoi, 5-6 ans de mémoire? En fait, ça va bien marcher parce que l'Argentine exportait bien, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a un excédent commercial de 1,5 milliard, ce qui permet à l'Argentine en fait de payer toutes ces subventions et de payer toutes ces différentes aides sociales. Subventions dans des entreprises qui deviennent du coup moins performantes, peut-être que tu veux expliquer pourquoi. Moins performantes dans le temps, parce qu'en fait, qui dit nationalisation dit qu'on remplace la personne à la tête de l'entreprise par une personne, souvent un proche du gouvernement, qui n'a pas forcément les compétences de gestionnaire d'entreprise et qui surtout ne subit pas la même pression qu'un chef d'entreprise qui a monté sa boîte et qui, en tant que chef d'entreprise, paye les conséquences de ses erreurs. Alors que une boîte qui est rendue publique, son responsable fait des conneries, l'État va subventionner derrière, il va faire tourner un petit peu la planche à billets. Alors tout le monde paye, juste quand on dit l'État... quand je dis l'État, bien sûr, c'est le truc à comprendre. Bien sûr, quand je dis l'État, c'est l'argent de tout le monde. C'est pas l'État qui a son portefeuille, non, le portefeuille, c'est le portefeuille de tout le monde. Donc on rentre dans un système, je crois qu'on en parlait déjà dans un précédent podcast, où les profits, finalement, ils restent dans l'entreprise. Par contre, quand il y a un problème dans l'entreprise et qu'elle n'est pas en profit, qu'elle est en déficit, c'est l'ensemble de la population qui paye par le biais donc de l'État.
Quand tu dis les profits restent dans l'entreprise, ça on en parlait avec les banques, donc des banques privées, des banques commerciales qui se faisaient renflouer par la Fed au cas où elles faisaient de la merde. C'était dans le podcast sur la Grèce. Quand une entreprise est nationalisée, les profits, alors certes, ils se payent des salaires et ainsi de suite. C'est ça, ils se payent des salaires, ils payent de l'impôt. Mais le bénéfice qu'il reste, post-impôt, post-salaire, post-tout ça, il reste dans l'entreprise. Mais du coup, c'est pas le chef de l'entreprise qui peut directement se verser des plus gros dividendes en fin d'année si l'entreprise est nationalisée. Ça revient aux caisses de l'État, non? L'entreprise, elle appartient à l'État. Oui et non, parce que s'il y a des dividendes qui se versent, oui, ça va dans la poche de l'État. Je te rejoins sur ça. Parce que le chef de l'entreprise, du coup, n'a pas de part dans l'entreprise. D'accord. En fait, il se fait pas forcément des plus gros profits, mais surtout, en fait, le plus gros problème, c'est qu'il subit pas les conséquences de ses erreurs. Donc, il prend des décisions à la con et ça change rien pour lui. Ouais, c'est ça. Mais non, effectivement, t'as pas tort quand tu dis que les profits, au final, ils restent semi-publics, on peut dire, effectivement, sur ce système-là, ouais. Ok. Et donc, ça, c'est l'idée de base du péronisme qui tient dans un premier temps. Comme tu l'as dit, parce qu'il y avait un excédent, on avait des réserves, on avait de la thune en réserve. Et puis, le truc simple, c'est qu'à un moment donné, les exportations baissent. Du coup, l'excédent commercial que l'on avait, il n'est plus là. Donc, alors les exportations baissent encore une fois parce que entreprises non productives. Oui, parce que non productives, parce qu'ils n'arrivent plus à maintenir leurs outils de production à un moment donné. Ils importent de moins en moins. Donc, les outils de production qui perdent en qualité, la gestion qui perd en qualité, donc la productivité qui baisse, donc les exportations qui baissent. Voilà. Et on a toujours en plus cette fermeture à l'international. C'est-à-dire que l'entreprise va pas importer, par exemple, une technologie allemande qui vendrait une pièce qui rendrait son industrie agricole peut-être plus efficiente. Donc vraiment, l'Argentine prend un énorme retard technologique, en fait. Ça, c'est ce qui la rend aussi beaucoup plus... ce qui rend ses produits beaucoup plus chers, en fait, à l'étranger. Donc, elle vend plus rien. Ouais, bah oui, du coup, c'est la conséquence de ne pas avoir d'une concurrence à l'échelle internationale. Parce que tu te concentres uniquement sur ce que tu sais faire au sein de ton pays, sauf que quand t'es 50 millions dans un pays, tu fais pas la même chose que quand t'es 7 milliards sur une planète. Les bonnes idées qu'il y a ailleurs n'arrivent pas jusqu'à chez toi. Et surtout, tu t'en bats les couilles qu'il y ait, je sais pas, Hans qui a inventé un moteur diesel. Toi, ton concurrent, c'est Paco, tu vois, et donc t'es même pas poussé à innover, tu vois. Dans tous les sens. En fait, comment? Avec des fuites d'essence dans tous les sens. Ouais, du coup, tu t'en fous, en fait. Toi, t'as un vieux tracteur pourri, tu vois, des années 50. C'est ça. Mais t'as même pas besoin de l'améliorer parce que, de toute façon, en fait, t'es pas soumis, t'es pas exposé à la concurrence étrangère, quoi. Exactement. Et ça, d'ailleurs, c'était même, je me souviens, mon père m'en parlait, c'était un des dangers de la politique de Trump, quand il mettait des droits de douane. Certes, ça avantage les entreprises américaines qui embauchent plus de monde parce que maintenant, les produits importés de l'étranger coûtent plus cher. Mais sur le long terme, au niveau compétitivité, on a des entreprises qui innovent moins et qui sont moins poussées en fait à se bouger un peu plus le cul, quoi. Ouais. Souvent, si je dis pas de bêtises, on trouve des bénéfices justement à court terme. Trump, il prend ses bases un petit peu sur ce qu'avait fait un président américain dans les années 80, je crois, qui avait imposé des droits de douane. J'ai plus les noms en tête, je suis désolé, je rebalance le truc. Mais il avait mené un petit peu la même politique que ce que Trump fait aujourd'hui avec des droits de douane et avec des conséquences positives dans un premier temps, si je dis pas de bêtises. Je vais pas m'étaler plus loin parce que je suis pas du tout sur le sujet. En fait, c'est intéressant parce que là, t'es vraiment en train de mettre le doigt sur un truc important parce que on verra ça avec l'arrivée du président Milei au pouvoir. Quand l'État essaye de s'ingérer dans l'économie, à chaque fois, on a dans un premier temps des conséquences positives qu'on va régulièrement attribuer au président qui vient d'arriver au pouvoir. Magnifique. Si ça va bien quand il arrive, c'est bien. Si ça va mal quand il arrive, c'est mal. Et donc, comment est-ce que tu veux qu'un président vienne et dise oui, on va faire ça parce que c'est une étape nécessaire pour aller bien pendant les 100 prochaines années. En fait, s'il fait ça, mais que pendant 3 ans, pendant les années de son mandat, mettons 4 ans, ça implique de passer par une phase négative, les gens ils vont être pas contents, ils vont sortir dans la rue et dire que c'est mal. Alors que s'il arrive et il dit écoute, on va tout subventionner, on va créer de l'argent à l'infini, et pendant 4 ans tout le monde va bien, c'est seulement qu'après ça détruit le pays pour les 100 prochaines années. Le truc c'est que c'est du populisme à 100% en fait. Tu dis uniquement ce qui va plaire aux gens. Si t'as un mouvement ultra populiste qui va s'adresser aux personnes dans des situations un petit peu précaires, qui ne sont pas forcément les plus éduquées du pays, etc., et tu leur dis aujourd'hui vous avez ça, demain avec moi vous aurez ça, forcément ça va les intéresser. Sauf que ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a toujours un sacrifice à faire à un moment donné. Et le sacrifice, soit tu le fais dès le début, et c'est ce que Milei est en train de mettre en place aujourd'hui, on y reviendra plus tard, soit le sacrifice, tu le verras plus tard. En fait, il y a même une notion encore plus intéressante qu'on abordera encore une fois avec Milei parce qu'on avait vu quelques manifestations et les revendications qu'il y avait eu, sauf erreur de la part de personnes retraitées qui voyaient leur retraite diminuer sous Milei. C'est que ton pays, il est dans la merde, il est endetté. Au bout d'un moment, il faut payer la facture. Et en fait, il y a une logique quelque part que j'arrive à trouver
aux retraités, admettons, qui descendent dans la rue et qui disent non, on veut que l'État continue à subventionner, qu'il continue à créer de l'argent, quitte à ce que ça foute le pays. Alors ils le disent pas verbalement, ils le disent pas à haute voix, mais quitte à ce que ça foute le pays dans la merde pour les 300 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'ils seront morts, en fait. Donc au bout d'un moment, t'es là en mode, bah, écoute, moi j'ai plus que 10, 15 années à vivre. Bah, j'ai pas envie que ce soit pile pendant mes 10 années de vie qu'on passe par une phase mal, même si ça implique ensuite que mes enfants, mes petits-enfants, et ainsi de suite. Donc on se retrouve vraiment avec des conflits entre des générations qui veulent à chaque fois vouloir laisser la prochaine génération payer la facture. Donc au bout d'un moment, la facture, faut la payer. Et quand le pays fait défaut, bah, ça devient vraiment la merde. En fait, l'Argentine, c'est constamment ça. On peut avancer un petit peu avec l'histoire des monnaies parce que là, on a parlé de Perron. On a 1889. Alors juste avant, peut-être, j'aimerais parler de la dévaluation du peso argentin. Donc on avait depuis 1889. Ouais, c'est ça, du coup. Ah, c'est ce que t'avais dit. Oui, c'était sur ça que j'allais rebondir. Je pensais que tu passais à 1989. Il y a trop de dates. Ok, donc non, 1889, le peso national. Peso national, sauf erreur. Exact. Peso moneda nacional. Ouais, c'est ça. Peso moneda nacional. Possedo pepeso pesos. Pesos. Et en 1970, du coup, le peso ley 1888. Jusqu'à 10 ans plus tard, non? Ouais, je pense qu'il a tenu jusqu'à 83 et ensuite 85. Ok, alors en gros, peso moneda nacional en 89, 1889. C'est ça. Et en fait, ce peso, il a tellement été dévalué parce que pourquoi? L'État, quand il a envie de subventionner dans tous les sens, quand il se ferme à l'étranger, bah, il a besoin de trouver de l'argent, forcément pour ça. Et il va faire deux choses. Première stratégie, il imprime. Donc il va vers sa banque centrale. Comme on le disait, l'Argentine, c'est un peu plus sauvage que l'Europe. Donc en Europe, la banque centrale n'a pas directement le droit de prêter de l'argent à l'État en rachetant ses obligations. En Argentine, c'était complètement possible. On a vérifié 3 fois parce qu'on n'en croyait pas nos yeux. Encore jusqu'à aujourd'hui, c'est possible. Mais alors sous Milei, je suis pas certain. On reviendra là-dessus encore une fois, c'est pas la question. Mais il imprime de l'argent, donc récupère de la thune, la distribue aux gens, mais au bout d'un moment, l'argent se dévalue. La valeur de l'argent. Et donc c'est toute la population qui a de l'argent qui vaut plus rien, mais ça tombe bien parce que l'État est là pour nous donner des subventions. Pourquoi ou comment il nous fait pour nous donner des subventions? Ben, il imprime de l'argent, donc il nous fait perdre de la valeur. On a besoin de l'État. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Spirale infernale. Donc en 1970, le peso moneda nacional est dévalué et désormais, quand on a 100 millions, tu obtiens un peso ley. C'est ça. Donc le mec, il s'est cassé les couilles à devenir millionnaire avant 25 ans parce qu'il a regardé les vidéos d'Antoine Blanco. Et là, on lui dit, frérot, tu vas nous donner ton million de peso moneda nacional et t'auras un centime de peso ley. C'est ça. Ça dure jusqu'en 83 où on a une nouvelle dévaluation où cette fois-ci, il faut 10 000 peso ley pour obtenir un peso national. Ou peso argentin. Peso argentin, exactement. Peso argentin, ouais. Et ça, jusqu'en 85, où on a l'Austral qui arrive, parce que le peso argentin, pareil, se pète la gueule les années... en 92, l'Austral. Non, il termine en 92. Il y a l'Austral en 92, je crois. Non, l'Austral en 85, juste... Ah, c'est l'Austral en 85. Exact. Ah oui, pardon, oui. L'Austral en 85. Oui, et en fait, quand ils ont introduit l'Austral, ils ont fait les shows. Ils ont dit, oui, avant notre peso, il valait... c'était un peso... c'était 3 pesos pour $1, un truc dans le genre. Ils disent, maintenant, on va avoir une monnaie forte. On va introduire l'Austral, qui est une monnaie très forte, parce qu'ils ont cru que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ils ont dit, en fait, $1, c'est 0,8 Austral. Donc, avec 80 centimes d'Austral, tu pouvais acheter $1. Donc, l'Austral était plus fort que le dollar. C'est ça. Et ça, c'était pendant les 3 premiers mois, un truc dans le genre. C'est beau d'y croire, hein, c'est beau de rêver. Mais juste pour faire un petit parallèle, c'est comme si je disais, imagine, t'es propriétaire d'un appartement qui vaut 200 000 euros quelque part en France. Et tu dis, bah non, moi, mon appart, en fait, du jour au lendemain, il vaut pas 200 000, il vaut 500 000. Ouais, mais c'est bien, il vaut 500 000 dans ta tête, en fait. Parce que jamais personne ne viendra t'acheter ton appart à 500 000. Et ça, c'est la loi du marché de base. La valeur d'un bien, c'est la valeur à laquelle quelqu'un est prêt à l'acheter. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Exactement. Que j'ai appris. Ouais. Les gens disent parfois, ouais, mais ce bien n'a pas de valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux avoir même, tu vois, ces micros ou ma caméra ou autre qui, on pourrait dire, oui, mais c'est une technologie, c'est une valeur. Oui. Bah, si tu as ce micro ou cette caméra, tu es dans un désert en train de mourir de faim et de soif et que tu vas mourir, ça a 0 valeur. Exactement. Tout dépend de la situation. T'es prêt à l'échanger contre un verre d'eau sans problème. Complètement. Et donc, je vais à chaque fois faire la traduction pour les Français. 1991. Oh, tu peux, 1992. Je pense qu'ils comprennent tous. Hein. Ou en gros, un Austral, ou plutôt 10 000 Austral, c'est $1. Donc au début, c'était 0,8 Austral, $1. Maintenant, c'est 10 000 Austral pour $1. Et à ce moment-là, on a dans un premier temps ce qu'on appelle la politique du uno à uno, où en gros, ils vont dire non, à partir de maintenant, un Austral égale $1. Donc on revient juste comme ça en fait, on décide que c'est comme ça, et en fait c'est garanti par la Banque Centrale d'Argentine. Exactement. C'est-à-dire que toi, tu as un citoyen argentin, tu as un Austral, tu peux à tout moment aller à ta banque commerciale et dire donne-moi $1 contre un Austral. Exactement. Et comment est-ce que ça fonctionne? Parce que la Banque Centrale d'Argentine se débrouille pour avoir des dollars
et te le payer, ce dollar. Enfin, tu vas le recevoir vraiment $1 avec un Austral. Ouais. Et l'année suivante, en 92, on va faire un petit rebranding et on va changer l'Austral et on va appeler ça le peso convertible. Peso convertible. C'est le peso actuel, argentin. C'est ça. Et donc là, c'est le moment le plus stylé, mec. Moi, je trouve que c'est le moment le plus stylé de l'histoire. Je sais pas si tu veux y aller, et puis je rajouterai les choses que j'ai envie de rajouter là-dessus, mais je trouve que c'est le meilleur moment. Alors, t'as quoi en tête, du coup? Bah, pourquoi c'est de la merde? Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi ça marche au début? C'est ça. Et ça a marché au début, il faut le mentionner. La population, parce qu'elle avait perdu confiance en la monnaie auparavant, elle a commencé à prendre confiance dans ce concept de 1 peso égale $1. Les Argentins commencent à prendre confiance dans leur monnaie. Exact. Parce qu'ils se disent à tout moment, je peux aller récupérer $1. Donc mon Austral, enfin mon peso convertible, il vaut quelque chose. C'est ça. Cette politique de 1 peso, c'est $1, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que avant, t'étais un Argentin. Tu voulais vendre ta viande $10 à un Américain, ou tu la vendais $5 à un Américain. Quand 1 pesos, ou plutôt quand $1 valait 2 pesos, tu vends ta viande $5 à un Américain, t'empoches $5, tu rentres en Argentine, avec ces $5, tu les convertis en pesos, t'as désormais 10 pesos. Quand 1 pesos vaut $1, parce que le taux est gonflé artificiellement, et ben quand tu vas vendre ta viande aux États-Unis, si tu continues à la vendre $5, tu rentres avec tes $5, t'obtiens 5 pesos. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir doubler le prix de ta viande. Donc l'Argentine, en fait, sur le plan économique, ses exportations, tous les produits qu'elle exporte, deviennent beaucoup trop chers. Donc ça, c'est la raison de base pourquoi est-ce que ça peut pas tenir. D'autant plus que, comme on l'a dit, pour garantir le fait que tu puisses à tout moment aller en banque avec un pesos et obtenir $1, la Banque centrale va faire deux choses. D'une part, elle imprime. D'autre part, alors elle imprime des pesos, tu vas me dire. Et du coup, comment est-ce qu'elle fait pour donner des dollars? En fait, elle va imprimer des pesos et elle va aller à l'international changer ces pesos contre des dollars. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais les banques à l'international, ils vont pas accepter de prendre un pesos de la banque nationale, de la banque centrale, d'Argentine, et de lui donner $1. Parce que eux, ils savent très bien que le pesos ne vaut pas $1. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les banques internationales et tous les investisseurs internationaux? En fait, ils vont se baser sur le cours qu'il y a sur le marché noir. Parce que sur le marché noir, en fait, le peso s'échange contre du dollar à un taux différent. Donc, en fait, tu as une espèce de double taux. Tu as le taux officiel qui est garanti par la Banque d'Argentine et tu as le taux libre, le taux flottant, le taux réel du pesos par rapport au dollar. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'impression monétaire et l'échange de pesos contre des dollars. La deuxième chose, c'est l'endettement à l'étranger. Ouais, massif. Donc l'Argentine va emprunter des dollars à l'étranger. Elle doit rendre ces dollars plus tard. Elle peut pas rembourser en pesos. Tout en payant des intérêts. Alors ouais, exactement, tout en payant des intérêts. Donc sur le début, ça fonctionne parce qu'elle s'endette, elle imprime. Mais c'est sous perfusion en fait. Mais c'est sous perfusion, donc c'est mené à se péter la gueule. Et ce qui a aidé aussi un petit peu au début, c'est comme tu l'as dit, les exportations fonctionnaient bien parce qu'en fait, l'Argentine s'est ouverte à l'étranger, elle a signé des accords commerciaux, elle a réduit ses droits de douane. Donc en fait, ça devenait plus facile de faire. En gros, elle s'est juste retirée de l'économie. Elle a dit juste, c'est bon, faites de l'économie librement. Donc l'Argentine se portait mieux. Il y avait une dernière chose, sauf erreur, qui faisait que ça se passait mieux au début. Il me semble qu'on avait mis une petite note. Peut-être que sinon, je peux vite faire la... J'ai plus en tête, parce que sinon, moi, j'allais rebondir sur le taux auquel empruntait l'Argentine. Peut-être tu peux enchaîner là-dessus. J'enchaîne pendant que tu cherches. Vas-y. Donc, alors, j'ai plus les dates exactes en tête. J'avais juste vu qu'à un moment donné, l'Argentine empruntait à l'étranger à un taux de 16%. 16%, juste pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que si j'emprunte $1000, je dois rembourser 16%, donc $1160. Ça veut dire que si j'emprunte $1000, je dois rembourser 16% de $1000, ce qui fait $160, de manière continue et annuelle, année après année, jusqu'au moment où je dois rembourser les $1000. Donc, si je prends un exemple simple, j'emprunte $1000 aujourd'hui, en 2025, et je m'engage à les rembourser en 2035, donc sur une période de 10 ans. Pendant 10 ans, je vais rembourser $160 l'année 1, $160 l'année 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à l'année 10, où je vais devoir rembourser les $1000 plus les $160 d'intérêt, ce qui va faire qu'au final, je rembourse 160 x 10 600 plus les $1000 initiaux, $2600 sur $1000 seulement empruntés. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. T'avais dit 160? J'ai dit 160. Donc c'est 2160, non? Non, 2600. C'est 1160. 160 x 10, 1600. 160 fois... Oh putain, ouais, pardon. Autant pour 1600 plus 1000, 2600. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai compté 1160, pardon. Du coup, elle rembourse 2600. Il sait pas compter, c'est un Sud-Américain. Exact, c'est mon côté péruvien, mec. T'inquiète, il y a le côté suisse qui va revenir, mec. Non, on a la tête un petit peu en feu à force de tourner ces podcasts-là. On parle énormément de chiffres. Bref, juste pour faire le parallèle avec ce que vous connaissez, le crédit immobilier classique. Le crédit immobilier classique ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le système obligataire. C'est ce qu'on pourrait appeler un crédit in fine si je le rapprochais d'une situation d'un particulier qui investit dans l'immobilier. Toi, demain, tu vas investir dans l'immobilier.
Tu vas aller auprès de ta banque, tu vas t'endetter sur 25 ans, et en fait, tu vas rembourser le capital et les intérêts tout du long de tes mensualités. Donc ça, c'est un système dégressif. Au début, tu rembourses beaucoup d'intérêts, très peu de capitaux, et petit à petit, tu rembourses plus de capitaux jusqu'à la dernière mensualité où tu rembourses 99,99% de capitaux par rapport aux intérêts que tu payes. Tout ça, on pourra se l'expliquer en détail si vous voulez. Je fais ma petite page publicitaire, si tu permets. Bien sûr, mais bien sûr. C'est les choses que j'explique sur mon compte Instagram. Pour le coup, c'est mon vrai domaine d'expertise en tant que conseiller en gestion de patrimoine, hein, la partie investissement. Lien dans la bio. T'as sûr, mec. Pas que ça vienne tout à la fin de l'épisode quand tout le monde s'est barré parce qu'on a dit trop de trucs racistes, mec. La deuxième raison, j'ai du coup pu lire, la deuxième raison pour laquelle l'Argentine fonctionnait mieux avec ce uno a uno, malgré le uno a uno du coup, c'est parce que l'État a vendu des entreprises, privatisation d'entreprises. Donc il a arrêté de faire sa gestion d'entreprise de merde. Donc on arrive, le uno a uno, ça commence, donc 1 peso égale 1 dollar, c'est ça le uno a uno, de 92 jusqu'à 91 au début avec l'Austral et ensuite 92 avec ce peso convertible, juste le rebranding, jusqu'à 99. Et à 99, on se retrouve dans la situation où l'État n'a plus de thunes. En fait, il fait défaut, c'est-à-dire qu'il dit aux autres pays en 99. Le défaut de la dette, c'est 2001. C'est ça, c'était effectivement, c'était 2001. Et là, c'était un peu la période où ils se rendent compte qu'ils vont bientôt faire défaut. Il y a un nouveau président qui arrive. Et c'est vraiment en 2001. Entre 99 et 2001, en fait, il y a toute une mouvance où on se rend compte, ça va être la merde, etc. Paniquer, tu vois. Et c'est en 2001 que c'est vraiment la merde parce qu'à 2001, il faut rembourser l'argent que t'as emprunté. Et en fait, on n'a pas la thune pour rembourser. Donc là, il se passe une chose absolument incroyable. Juste pour mettre un montant, 100 milliards. Entre 93 et 100 milliards de dollars, ils devaient rembourser à ce moment-là. Exact. Et c'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Allez, c'est juste la plus grosse. Allez, les Argentins, la plus grosse dette de l'histoire. Plus gros non-remboursement. Plus gros non-remboursement, plus gros défaut de toute l'histoire. Et donc, c'est très fort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le président argentin ? En fait, il va geler les comptes de toute la population. Il va dire, OK, les gars, vous avez de l'argent en banque. Bah, votre argent, vous en faites payer, il est toujours en banque. Mais vous pouvez juste plus le toucher. OK, bah, tu vas nous dire à quoi ça nous sert ? Bah, alors ça sert déjà à créer des émeutes de ouf. Donc tout le monde descend dans la rue, ils vont décapiter des policiers. Je sais pas s'ils ont décapité des policiers, mais ils sortent dans la rue. En tout cas, il y a eu 40 morts. Il y a eu beaucoup de morts et surtout, t'as le président, en fait, il fuit le palais royal en hélicoptère. Oui, parce que toute la population qui s'est retrouvée autour du palais royal, il y a la police qui essayait de défendre au maximum et le président a dû être évacué. Et de là, t'as genre une période où pendant 11 jours, t'as 5 présidents qui se sont succédés en fait. Genre ils succèdent, t'arrives au pouvoir, faut OK, c'est moi le nouveau président argentin et tout, et il regarde un peu son pays, tu vois. Il fait non, ça je laisse. C'est quoi ouais, c'est bon, ouais, fin du mandat, et il se barre. Donc t'as 5 présidents qui se succèdent en 11 jours, et toujours en décembre. Donc jusqu'ici, il faut bien comprendre, hein, les Argentins, ils pouvaient aller avec un pesos récupérer $1. Ensuite, on leur dit, maintenant vos comptes sont gelés, et ensuite on leur dit, OK, à partir de maintenant, vous pouvez récupérer des dollars, mais maximum 250 par semaine, si vous avez une autorisation. Ouais, c'était le Corralón. Ouais, Corral, je sais plus, bref, Corralito. Corralito. Ouais, ils ont donné un petit nom à cette petite Corralito. Donc là, en fait, t'as ceux qui n'ont pas d'autorisation qui sont complètement baisés, qui ont des pesos et tu vois, c'est là. Ils pouvaient retirer des pesos, mais ils pouvaient pas retirer des dollars. Je crois, sauf erreur, c'était ça le truc, hein, les jeunes de compte. En dollars. On arrive en janvier 2002, donc quelques mois plus tard. Oui, parce que c'était en décembre 2001, juste pour repréciser l'histoire de la fuite en hélicoptère. Avec les présidents, avec le gel des comptes, avec la limite qui est fixée, du coup $250 qui peuvent être retirés maximum par semaine. Et en fait, en janvier 2002, il se passe un truc incroyable qu'on appelle la pacification. Alors en gros, imagine, je te donne la situation. Le président argentin, jusqu'ici, il a toujours dit 1 peso égale $1, c'est garanti. Mais ils n'ont pas assez de dollars, c'est pas tenable. En fait, on va être obligé de dévaluer le pesos, de rapprocher le peso à sa valeur du marché. Autrement dit, avec un peso, tu ne récupéreras plus $1, t'en récupéreras 30 centimes de $. Tu vois, un truc qui se rapproche plus de la réalité. Mais avant de dévaluer le pesos... Plus grosse douille de l'histoire. Alors non, pardon. Avant de dévaluer le pesos par rapport au dollar, toi, t'as des dollars, tu vas me dire. Donc moi je m'en bats les couilles qui dévalue le peso, j'ai $100 000. Oui. $100 000, ça vaut $100 000. Spécification. Bah en fait, spécification. C'est-à-dire que tous les dollars qui se trouvent sur des comptes en banque en Argentine sont convertis de force en pesos. Et ça, les gars, je vous parle de 2002. Donc on n'est pas en train de parler d'un empereur romain qui dévalue sa monnaie, tu vois. On convertit de force vos dollars en pesos. Et le lendemain, on dévalue le pesos. Bam.
Donc la situation, alors on dévalue le pesos tout d'abord, alors on les convertit. On les convertit pour 1,4. 1,4. Exact. On les convertit pas à 1,1, ce serait bâtard, tu vois, de prendre le mec qui a 100 000 $ et de lui donner 100 000 pesos, de le convertir en 100 000 pesos. On lui met 1,4, donc on lui donne 140 000 pesos. On lui fait un petit cadeau. C'est quand même de la merde. Avant de. C'est quand même bien de la merde parce qu'en fait, tes 140 000 pesos, si tu veux ensuite racheter des dollars, ce que tu n'as pas le droit de faire au passage en Argentine, hein, tu peux le faire sur les marchés noirs parce que les marchés noirs se développent, forcément les gens ont envie de liberté parce qu'ils savent que le peso se pète la gueule et parce que ils veulent s'en débarrasser à tout prix. Exact. Donc toi, t'as tes 140 000 pesos. Au bout d'un mois, c'est un pesos vaut 50 centimes de dollars. Au bout de 2 mois, c'est un pesos vaut 33 centimes de dollars. Au bout de 4-5 mois, on est à un pesos vaut 25 centimes de dollars. En gros, 4 pesos pour $1. Exactement. Et en fait, là, on est en juin 2002. Donc les Argentins, ils sont un petit peu à cran. Faut bien comprendre. T'as la Coupe du Monde. Et les Argentins perdent contre l'Angleterre. Ils font égalité contre la Suède, je crois, un truc dans le genre. Et ils gagnent contre le Nigeria. Bref, ils sont éliminés en phase de poule de la Coupe du Monde. Donc voilà, quand vous voyez, tu vois, des Argentins qui pleurent quand ils perdent un match de foot, faut bien comprendre qu'il y a un contexte, tu vois, derrière qu'il faut comprendre. Horrible. Parce que le foot, c'est important pour eux. Alors, et là, en fait, c'est même pas encore le pire du pire. Parce que les Argentins ne peuvent toujours pas récupérer des dollars. Non. Ils n'ont plus accès aux dollars à ce moment-là. Sauf marché noir. Sauf marché noir. Donc, ils sont bloqués avec du pesos. Et là, on arrive sur un système de taux de change officiel où la Banque nationale argentine va venir artificiellement donner. Non, on n'est pas en taux flottant. En fait, faut bien comprendre que quand ils dévaluent, quand le arbitré, je crois ils appellent taux de change officiel. Ouais, exactement. C'est juste la Banque d'Argentine qui va dire combien vaut le pesos par rapport au dollar. Voilà. Tous les matins, sur son site internet, la Banque centrale d'Argentine dit combien le pesos vaut en dollars et elle le dévalue constamment. Ouais. Mais il se dévalue pas aussi vite que la vraie dévaluation. En fait, elle fait ça pour pas que les gens remarquent que le pesos c'est vraiment de la merde. Parce que sur le marché noir, si tu te ramènes avec $1, bah tu récupères, je sais pas, 20 pesos. Ou 14 pesos plutôt, 9-14 pesos par là. Je sais pas les chiffres, mais... Ouais, c'était plutôt dans ces eaux-là. Alors que quand tu vas à la banque avec ce même dollar, on va te donner 4 pesos. Pourquoi ? Bah parce que la Banque centrale d'Argentine, elle le dévalue lentement. Mais pour aller à la banque, il faut une autorisation. Et donc, qui est-ce qui obtient des autorisations ? Les poteaux du gouvernement. Les poteaux du gouvernement. Alors, officiellement, non. Officiellement, c'est ceux qui doivent importer des denrées alimentaires ou je sais pas quoi. Oui, mais t'as des énormes fenêtres qui s'ouvrent sur la corruption. Exact, t'as des fenêtres de corruption qui s'ouvrent dans tous les sens. Donc la combine, elle est très simple. T'obtiens ton autorisation parce que t'es pote avec un politicien. Tu te ramènes avec 100 000 pesos. Tu vas à la banque. Avec ces 100 000 pesos, on va te donner, disons 1 pour 4, parce que c'est le taux officiel qui est déterminé par la Banque centrale d'Argentine. Tu reçois 25 000 $. Et avec ces 25 000 $, tu vas sur le marché noir. En fait, 25 000 $ te permettent d'acheter beaucoup plus que tes 100 000 pesos originaux. Parce que le pesos, tout le monde sait que ça vaut rien. Jusqu'à 3 fois plus, du coup, si tu reprends les chiffres que tu Donc, tu prends tes 100 000 $, tu les rechanges en pesos, tu obtiens 300 000 pesos. Tu prends tes 300 000 pesos, tu retournes à la banque, tu obtiens 300 divisé par 4, casse les couilles. 80 000 $. 80 000 $. Et en fait, tu fais ce circuit. En fait, il y a des Argentins qui se font arrêter, des policiers argentins qui se font arrêter avec des valises qui sont remplies de dollars. Parce qu'en fait, tu as des énormes circuits de corruption dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand tu te poses la question de qu'est-ce qui permet aux gens, à ces gens-là, d'acheter du dollar bon marché, du dollar subventionné. Donc, qu'est-ce qui leur permet d'arriver avec 100 000 pesos et d'obtenir 25 000 $, alors qu'en réalité, avec 100 000 pesos, t'achètes, je sais pas, t'achètes 12 000 $ peut-être, t'achètes 10 000 $, 8 000 $. Mais en fait, c'est que l'État va toujours faire en sorte de récupérer autant de dollars que possible pour garantir cette convertibilité. Et comment est-ce qu'il fait pour trouver ces dollars ? Il imprime de l'argent, il échange cet argent contre des dollars, au taux du marché noir auprès des banques internationales. Et donc, quand il imprime l'argent, le pesos perd de la valeur. Qui est-ce qui possède du pesos ? Les pauvres. Il utilise ensuite cet argent, évidemment, pour les subventions, parce qu'on est toujours dans un gouvernement qui veut faire des subventions. Il s'endette à l'international, il enchaîne les défauts de paiement, c'est-à-dire il s'endette, ensuite, on peut pas rembourser la dette. Et surtout, il va forcer tous les producteurs qui vendent leurs produits à l'étranger, parce qu'ils les vendent en dollars. L'Argentine, on a vu, elle exportait pas principalement aux États-Unis. Ça, c'est un truc au début, on pensait que l'exportation principale, c'était aux US. En réalité, c'est le Brésil, le Chili, c'est les pays voisins. Les États-Unis, je crois que c'était genre 8 à 12%, qui est quand même beaucoup, mais c'était pas le principal. Mais en fait, à chaque fois que l'Argentine exporte ses produits dans des pays voisins, des pays étrangers, elle les vend en dollars. Et donc, toi, t'es exportateur argentin, tu vends du bœuf au Brésil, tu vends ton bœuf en dollars, donc t'empoches tes 100 000 $. T'as envie de les garder. T'as envie de les garder. T'as pas envie d'avoir des pesos, sauf que tu peux pas. Parce que le gouvernement argentin va te les convertir de force. Et est-ce qu'avec ces 100 000 $, il va te donner
1 million de pesos, ce qui est le vrai taux de change qui se pratique sur le marché noir? Absolument pas. Elle va te donner 400 000 pesos, admettons, parce que c'est le taux de change officiel. Donc toi, tu te fais douiller, en fait, quand t'exportes. Exactement. Donc en gros, t'as plus envie d'exporter. Donc en gros, t'as plus envie de travailler. Donc en gros, en fait, tout ça, ça va se péter la gueule. Pour information, aujourd'hui, un peso argentin, c'est genre... $1 vaut environ genre 1400 pesos argentins. Donc pour te dire, vraiment, t'es arrivé de 1 à 1 pour 1400. Donc en fait, si t'étais smart, et ça c'est ce qu'expliquait Michael Saylor dans un de ses podcasts, c'était qu'au moment où la Banque centrale d'Argentine, et ça à mon avis, il y a forcément des mecs qui l'ont fait, au moment où la Banque centrale d'Argentine, elle te dit, bah écoute, pour chaque pesos, moi je vais te donner $1, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vends ta maison, tu donnes tout ce que... Tu prends toutes tes économies, tu les changes en dollars, mais surtout tu vas sortir tes dollars du pays. Pourquoi? Bah parce que quelques années plus tôt, on va convertir ces dollars qui se trouvent dans les banques argentines de force en pesos. Donc tu poses ces dollars dans une banque suisse, dans une banque américaine, pas dans une banque française, et vite. Pardon. C'était gratuit, mec. Tu sors ces dollars du pays. Excuse pas auprès de moi, je pense la même chose. Tu sors ces dollars, ok, super. Tu sors ces dollars du pays, et ensuite, bah, quand ton même dollar, il te permet de racheter 1400 pesos, toi, t'avais, admettons, $1 million, bah là, tu récupères 1,4 trillion de pesos au lieu d'avoir 100 000 pesos. Bah, ce qui revient au final. Tu t'endettes aussi, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est un système de short, en fait. Ouais, tu shorts le pesos. Tu shorts le pesos. Tu t'endettes de 100 000 pesos, tu vas convertir ces 100 000 pesos en 100 000 dollars, tu sors tes dollars du pays, 10 ans plus tard, avec tes 100 000 dollars, tu peux racheter 1 million, enfin, tu peux racheter même plus, tu peux racheter 100 millions de pesos, tu convertis, je sais pas, 15 dollars en 100 000 pesos du coup, tu rembourses le crédit à la banque et t'as généré 985 000 dollars gratuitement à partir de rien. Et le crédit immobilier, c'est exactement la même chose. T'empruntes des euros, tu convertis ces euros en maison. Exactement. T'attends que l'euro se pète la gueule et ensuite tu rembourses ces euros quand ces euros volent moins. Ouais. Et si tu regardes ce que j'ai sur ma petite four de AirPod, vous savez, vous pouvez customiser les petites fours d'AirPod et j'ai cette petite four depuis quelques années. C'est écrit shorting fiat. J'ai emprunté de la monnaie fiat pour pouvoir acheter du Bitcoin. Et donc je rembourserai cette monnaie fiat. Donc les monnaies fiat, c'est les devises, euros, dollars, francs suisses et ainsi de suite. Je rembourserai plus tard quand ça vaudra moins. Parce que face au Bitcoin, tout se pète la gueule. On enchaîne avec... 2015, Macri. Ouais, Macri du coup. Donc un mec qui essaie un peu de redresser la situation. Politique de droite plutôt. Donc lui, il va venir, lui va dire, écoutez, cette histoire avec des taux de change officiels qui sont déterminés par la Banque centrale, en fait, c'est un peu de la merde parce que ça permet à des gens qui sont bien connectés au gouvernement d'acheter d'acheter des dollars, avec pas assez de pesos. Donc ils achètent du dollar subventionné et ça coûte de l'argent à tout le monde. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser tout le monde acheter du dollar. À libre cours. Et à libre cours, sur le taux réel, flottant, sur le taux de change flottant, le taux qui était pratiqué sur le marché noir. Donc que font les Argentins? Bah, ils prennent tous les pesos qu'ils ont, ils vont à la banque, ils droppent leurs pesos et ils disent « File-moi du dollar bâtard, j'en peux plus de ce pesos de merde. » Il fallait être le premier arrivé parce que... Parce que très rapidement, le pesos se pète la gueule. Pourquoi? Offre et demande. Tout le monde veut vendre du pesos, personne ne veut acheter du pesos, il faut que le pesos coûte moins cher pour que des gens acceptent d'acheter du pesos. Et donc, le pesos, il passe d'abord de 9 pesos pour $1 à 14 pesos pour $1 très rapidement. Je vais dire en quelques semaines, bref, peu importe. Donc là, on arrive quand même, on commence à bien se péter la gueule. Et ensuite, ça tient pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que sur la fin de son mandat, il commence à se rendre compte que, et c'est ça le truc intéressant, c'est ce qu'on disait qu'on était en train de marcher hier, le fait que il a mis une limite à un retrait de $10 000 par mois. Parce qu'il se rend compte que... En toute fin de présidence, je crois ça. Exact. Sur la fin de son mandat, du coup, il se dit, bon, écoutez, les gens ont drop trop de pesos et ils achètent trop de dollars. Ça fait cracher le pesos parce qu'ils ont vraiment pas confiance dans notre monnaie de mongole. C'était gratuit pour les Mongols. Bref. Et du coup, il va mettre une limite. Et en fait, la limite, elle est super intéressante parce que cette limite, c'est $10 000 maximum achetés par mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que lui, il a mis cette limite. Et toi, tu me disais, ouais, mais $10 000, un Argentin moyen, lui, il arrive pas. Il achète jamais $10 000. Genre, il est incapable d'acheter $10 000. Donc, qui est-ce qui est concerné? C'est les entreprises et les grandes fortunes. C'est ça. Donc, en fait, ce gouvernement, entre guillemets, de droite, il est venu freiner la dévaluation du pesos en tapant sur les grandes fortunes. Exactement. Et un mois plus tard, t'as un gouvernement de gauche qui arrive, Fernandez, qui lui va dire, non, la limite, c'est plus 10 000. Ouais. La limite, on revient à 250, cette fois-ci pas par semaine, par mois, en les laissant en banque. C'est-à-dire que tu les retires pas. Ce qui laisse la possibilité à l'État de te geler ton compte ou de te les repécifier à tout moment si jamais ça part en couille. Si tu veux retirer des dollars en cash, la limite, c'est $100. Et donc là, il punit tous les Argentins, même les Argentins de classe sociale plus basse,
qui ne peuvent plus s'échapper, ils ne peuvent plus fuir le pesos. Donc on revient à un régime avec cette fois-ci de nouveau un taux officiel. Donc la Banque centrale, elle revient, elle dit non, le pesos, c'est plus 14 pesos 1 dollar. Maintenant, en fait, c'est 3 pesos 1 dollar, les gars. Vous en faites pas, on subventionne, donc on continue d'imprimer, de voler les pauvres. On continue de s'endetter pour subventionner les proches du gouvernement. Et surtout, plus d'accès au dollar. Il faut de nouveau des autorisations. Fernandez, du coup, il va aussi créer ce qu'on appelle la taxe país. Para una Argentina inclusiva et solidaria, donc pour une Argentine inclusive et solidaire. Et c'est une taxe de 30% pour ceux qui veulent s'échapper. En 2020, il y a une nouvelle taxe qui arrive de 35% par-dessus. Parce que c'est un impôt sur le revenu et du coup, ça affecte aussi tes retraits. Ça affecte les taux de change. Enfin, ça affecte le dollar que tu retires. C'est ça. Donc en gros, toi, t'es un Argentin. En 2020, le taux de change officiel, donc c'est pas le taux de change réel, le taux de change officiel, c'est 75 pesos pour 1 dollar. Le taux de change réel, on est plutôt autour du double. C'est plutôt 150 pesos pour 1 dollar. Donc toi, tu as envie de retirer tes 100 dollars, il te faut 7500 pesos. Un Argentin moyen, ça gagne, on avait vu, c'était combien ? 250 pesos de l'heure ? Je sais plus le. Je crois le salaire minimum c'était très bas, mais je crois le moyen c'était 250 de l'heure et du coup il lui fallait travailler 30 heures. Ouais, c'était la conclusion en tout pour cas. Pour pouvoir gagner ces 7500 pesos. Donc il travaille 30 heures, il gagne 7500 pesos, il va à la banque, il récupère 100 dollars, il est imposé à 30%, donc il reçoit en réalité que 70 dollars, sur lesquels il est encore imposé à 35%, donc il se retrouve avec 52,50 dollars. C'est ça. Au final, ton taux de change officiel à 75 pesos pour 1 dollar. Avec les taxes, tu te retrouves finalement très proche du taux de change sur le marché noir. Puisque tu disais là, donc 30 heures de travail, 7500 pesos, j'arrondis 50 dollars, bah, ça revient bien au temps de change de 1 pour 150 en réalité. Exact. Donc il rapproche complètement le taux de change du marché noir. Donc ce qui va favoriser du coup le marché noir. Quel intérêt j'aurais à passer par la Banque centrale ? Encore une petite fenêtre pour la corruption, pour certaines personnes qui vont pas payer les taxes ou le faire de façon cachée. Il leur fait la porte d'entrée et la porte de sortie. C'est un truc de taré. Bref, c'est dans ce contexte un peu pété que arrive Javier Milei, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses dont on avait envie de parler juste avant ? Juste avant d'arriver sur ça, t'as eu pendant tout un... il y a eu toute une mouvance de faire du troc en Argentine parce que ça revenait plus rentable de posséder des objets du quotidien, des objets électroniques, que de posséder du pesos. Je te fais l'exemple avec une voiture, parce que ça, normalement, ça parle à peu près à tout le monde. Aujourd'hui, en France, t'achètes une voiture neuve, 30 000 euros. En moyenne, au bout de 5 ans, ta voiture, elle vaut la moitié de sa valeur neuve, donc 15 000 euros. Elle a, tu peux dire ça comme ça, subi une inflation de 50%, si je peux résumer ça avec des gros termes économiques. C'est pas un vrai terme, mais on dirait plutôt qu'elle s'est amortie. Elle a perdu la moitié de sa valeur, on peut dire ça. Elle a perdu la moitié de sa valeur, on va faire simple. De 30, elle passe à 15. Bah en fait, il vaut mieux quand même posséder cette voiture qui perd la moitié de sa valeur en 5 ans que de posséder des pesos qui, eux, se dévalorisent encore plus vite. Autrement dit, en fait, l'Argentin, il a meilleur temps, s'il a, disons, 100 000 pesos, d'utiliser ces 100 000 pesos, de s'acheter un scooter avec ces 100 000 pesos, d'attendre 5 ans. Et dans 5 ans, il peut revendre ce scooter et il obtiendra plus que 100 000 pesos. Ouais, donc en fait, le scooter devient un actif. C'est ça, exactement. Et même si le scooter ne vaut pas plus que 100 000 pesos, même s'il vaut 80, 90, il vaudra toujours plus que si tu avais gardé 100 000 pesos sur ton compte en banque qui, eux, en vaudraient peut-être 15, 20. En l'occurrence, il vaudra plus. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Le pesos se casse tellement vite la gueule que... Vu l'inflation, je crois que c'est 50% annuel à ce moment-là, autour de ça, oui, forcément, il vaudra plus que les 100 000 pesos. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à l'inflation, parce que c'est un terme qui est extrêmement utilisé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terme, il a été utilisé, manipulé pour à chaque fois représenter des choses différentes. Il y a la première chose qui est l'inflation de la masse monétaire, qui est l'augmentation de la quantité, par exemple, de pesos qui sont en circulation dans l'économie. Ensuite, l'inflation, on a dit non, mais l'inflation, c'est pas l'augmentation de la masse monétaire, c'est l'augmentation des prix. Parfois, on va dire oui, non, mais c'est l'augmentation uniquement d'un certain panier de biens. Par exemple, quand l'indice des prix à la consommation va venir mesurer les biens qui devraient théoriquement être consommés par les ménages, et on mesurait l'évolution des prix et dire oui, c'est ça l'inflation. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est pas un chiffre fixe. L'inflation est différente sur chaque bien, et donc t'es frappé par l'inflation en fonction du bien que tu as envie de t'acheter. Exactement. Si ce que tu veux t'acheter, c'est disons une maison en bord de mer, je sais pas, en France par exemple, ou même aux États-Unis, en fait ton inflation elle est de 50% par année. Parce qu'en euros, cette maison elle prend 50% de valeur par année. Si ce que tu veux t'acheter c'est un abonnement Netflix, bah là ça va, t'es plus tranquille. C'est bien, et c'est ce que j'explique dans mon cours sur Bitcoin, ont tous des caractéristiques différentes qui font enfin c'est surtout au niveau de l'inélasticité de l'offre, qui font qu'ils sont frappés différemment par l'augmentation de la masse monétaire. En fait, leur prix augmente à chaque fois dans une proportion différente. Si ces questions vous intéressent, en vrai, moi, je vous recommande vivement d'aller à ce cours-là. Vous comprendrez ce que les Argentins comprennent d'instinct
pourquoi est-ce que sur le long terme, en fait, toutes les devises sont menées structurellement à se péter la gueule face au Bitcoin. C'est vraiment des questions qui sont passionnantes et moi, je pense que, tu sais, aussi de ce que j'ai pu observer, je m'en étais rendu compte, c'était qui en parlait. Je crois que c'était une entrepreneur afghane qui aidait les femmes. Parce qu'en fait, tu vois, en Afghanistan, il y a le régime taliban qui est revenu. Je crois que quand les Américains se sont barrés, les talibans sont revenus au pouvoir. Et en fait, eux, ils interdisaient aux femmes de travailler. Et donc, cette femme et donc, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. Et cette femme, en fait, elle aidait les femmes à travailler et elle les payait en Bitcoin. Parce que du coup, le régime oppressif, il pouvait pas les empêcher de travailler. Et elle, ce qu'elle expliquait, du coup, c'était que de tout ce qu'elle avait observé autour d'elle, les gens réalisaient qu'ils avaient besoin du Bitcoin quand c'était trop tard. Donc, ne commettez pas l'erreur de vous intéresser aux questions finance et investissement que quand ce sera une situation critique. Essayez au moins de comprendre les choses maintenant. Au pire, vous aurez appris un truc intéressant pour pas cher. Au mieux, vous aurez pris une décision qui va littéralement sauver la suite de votre vie. Vous travaillez tous les jours pour gagner de l'argent, trouver un moyen de conserver cette énergie que vous voulez conserver dans le temps. Parce qu'au final, c'est pas les papiers qui vous intéressent. Les Argentins, ils ont bien compris ça. Ce qui compte, c'est pas le papier. Ce qui compte, c'est ce que tu peux t'acheter avec le papier. Exactement. Si t'as 1 euro, mec, dans 10 ans, ben, il te faut 400 000 euros pour t'acheter un morceau de pain. Eh ben, tu t'en bats les couilles d'avoir 400 000 euros ou d'être millionnaire à 25 ans. Du coup, ça, c'est ce qui se passe de 2019 à 2023, période Fernandez. Et en 2023, fin 2023, c'est novembre, je crois, 2023. Ouais, exact. T'as un nouveau président qui est élu, Javier Milei. Tu veux nous parler un petit peu de lui, de sa politique, ses cours économistes? Exact. Bon, je vais pas mettre des termes concrets, ou alors si j'en utilise, ben, j'essaierai de les définir, parce que quand on parle d'anarcho-capitaliste et ainsi de suite, on comprend pas vraiment, tu vois, parce que moi, je sais que dans la tête de plein de gens, t'entends anarchiste, tu dis, bah, anarchiste, c'est un mec de gauche, ok, c'est quoi la gauche? Ouais. Surtout, c'est un fou, tu vois. Ouais, alors que... en fait, c'est important d'expliquer quelles sont les idées de Milei et comment est-ce qu'il en est arrivé à obtenir ces idées. Les mouvements économiques, pardon, derrière. Exact. Alors, Milei, c'était un prof d'économie à l'université qui a écrit, je crois, 9 livres. Plusieurs bouquins, j'ai pas le chiffre exact, mais oui. Plusieurs bouquins sur l'économie. En fait, lui, pendant 30 ans, il a enseigné les théories keynésiennes, les théories économistes de Keynes, qui était un économiste pendant la moitié du XXe siècle, sauf erreur, qui expliquait que c'était nécessaire pour un État de pouvoir gérer sa propre politique monétaire via une banque centrale. C'est-à-dire qu'il expliquait que l'État devait pouvoir avoir une banque capable de créer de l'argent afin, dans des périodes de crise, par exemple, d'imprimer de la monnaie. Encore une fois, imprimer de la monnaie, c'est prélever une taxe invisible et non démocratique sur ta population. Parce que l'alternative de créer de la monnaie, c'est de dire aux gens, écoutez les gars, si on va partir à la guerre en Irak, eh ben, vous devez me filer 30% d'impôts en plus pendant 5 ans. Parce qu'il faut la payer, cette guerre. Si tu dis ça aux Américains, les Américains ils disent non. Résultat, on va pas en guerre en Irak. Quand le gouvernement il veut partir faire la guerre en Irak et qui sait très bien qu'il peut pas imposer une taxe à sa population, qu'est-ce qu'il fait? La Fed, qui est la banque centrale aux États-Unis, appuie sur un bouton. On imprime plus de dollars. En réalité, ça se fait via l'ajustement des taux d'intérêt directeurs. Donc, il y a des taux d'intérêt directeurs plus bas. Le gouvernement émet des obligations. La banque centrale rachète les obligations d'État. Évidemment, les mécanismes sont un petit peu différents dans chaque pays. Mais dans l'idée, c'est ça qu'elle permet la Banque centrale. Et donc Keynes, qui explique que la Banque centrale est importante pour que l'État puisse maintenir une économie et la stabiliser correctement. On a vu à quel point est-ce que ça partait en couille avec l'histoire de la crise des subprimes aux États-Unis, avec la Grèce. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette petite série de podcasts, donc j'espère que vous avez compris ça. Ben, il reçoit le soutien des gouvernements, étonnamment. Et donc, dans toutes les universités, la théorie économique qu'on enseigne, c'est la théorie de Keynes. C'est l'école keynésienne économiste. Et donc, notre très cher Javier Milei, il enseignait cette théorie économiste pendant 30 ans. Et puis un jour, en fait, il tombe sur un livre qui a été écrit par un auteur, sauf alors c'était Ludwig von Mises, qui est un auteur d'une autre école d'économistes qui s'opposait aux keynésiens, qui est l'école autrichienne. Et en fait, il lit ce livre et il dit, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait sens. Et ensuite, il commence à réaliser que si son pays part en couille, c'est peut-être parce qu'on a une banque centrale qui crée de l'argent à l'infini. C'est peut-être parce qu'on a des subventions, des contrôles dans tous les sens et qu'au final, les solutions qu'on essaye d'apporter, elles créent plus de problèmes que les problèmes qu'elles sont censées résoudre. Et c'est ça qui est très drôle, tu vois, parce que dans l'épisode précédent, on parlait du produit intérieur brut et on disait, ouais, souvent le produit intérieur brut, c'est là pour, ça représente si le pays est en bonne santé. Tu vois, tout le monde a l'impression que quand on parle de PIB, si le PIB est gros, c'est qu'il y a de la croissance, c'est que c'est bien. Et en fait, quand on regarde le PIB de l'Argentine, on voit que ça fait des pics. Très haut, très bas, très haut, très bas, très haut, très bas. Donc tu dis en fait l'Argentine par moment elle allait très bien et par moment elle allait très mal. Mais ce qui se passait, c'était que quand l'Argentine créait une tonne de thunes, quand la Banque centrale d'Argentine crée une tonne de thunes, forcément ça beaucoup plus de consommation, donc ça va bien, mais ensuite ça doit aller très mal.
parce que tout cet argent dans l'économie vaut plus rien. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On passe par une phase où ça vaut très mal, et ensuite de nouveau on crée une tonne de thunes, on s'endette, et boum, ça va à nouveau très bien. Donc on se retrouve avec une solution qui recrée le problème suivant. Ouais, tu te retrouves dans un mouvement de cyclicité avec un serpent qui se mord la queue. C'est juste une réponse à court terme qui va potentiellement engendrer des problèmes. Parce que moi, j'ai une conviction, c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle on est, que ce soit l'échelle d'un individu, l'échelle d'une institution, d'un pays, l'échelle d'un continent, si tu fais pas, il y a toujours un sacrifice à faire. Et ce sacrifice, en fait, t'as deux possibilités. Soit tu le fais tout de suite et ça va mieux plus tard. Soit tu fais en sorte d'avoir une solution à court terme pour que les choses se passent bien à court terme, mais tu le subiras les conséquences plus tard. Il y a toujours un sacrifice à faire quelque part. Et si je reprends mon système politique où les vieux votent pour ceux qui vont augmenter leur pension machin, ils n'ont pas conscience de l'impact de cette politique derrière. Ils n'ont pas conscience que c'est ce qui va faire entraîner un pic vers le haut à un moment donné, puis un gros pic vers le bas derrière qui va réenchaîner machin. Ils n'en ont pas conscience. Mais ce qu'ils font en faisant ça, du coup, ils sacrifient toute la génération qui va suivre. C'est intéressant parce que tu te dis... Alors évidemment, il y a toujours un petit peu de nuance. Peut-être qu'il y a des vieux qui se disent... parce qu'on va dire, ah non, mais pas tous les vieux pensent qu'à leur gueule. Peut-être qu'il y a des vieux qui... Je prends un exemple simple. Bien sûr. En fait, si tu veux, il y a un biais dans ce sens-là. Il y a un biais de vouloir voter pour tes propres intérêts. Mais c'est marrant de se dire, parce que je pense que tu dis ça par rapport aux manifestations qui ont eu lieu contre Milei, où on voyait des vieux qui descendaient dans la rue et qui disaient, ouais, même Milei, ce qu'il a fait concrètement, alors, faut qu'on comprenne ce que concrètement a fait Milei, il a réduit les dépenses de l'État, donc il a mis beaucoup de fonctionnaires à la rue, il a dit, en fait, vous, ce que vous faites, c'est du travail qui est improductif, vous servez à rien, donc retournez sur le marché du travail et allez résoudre le problème de quelqu'un d'autre, autrement dit, construisez une voiture, inventez un truc, faites un truc utile pour la société, parce que là, en fait, juste le fait de calculer à qui on va envoyer des subventions, gratter du papier, vous épuisez les caisses de l'État, on vous paye avec l'argent de tout le monde et les gens ont faim, en fait. Donc il remet ces gens à la rue, donc certes, dans un premier temps, ça crée, ça fait une chute. Le sacrifice dont je parle. Exactement, le sacrifice dont tu parles. C'est ce qui fait que quand Milei est arrivé au pouvoir, on est passé par une phase où les choses allaient encore pire. Ouais, parce qu'en fait, a augmenté, le taux de pauvreté a augmenté. Exact. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, actuellement, je crois, la date c'est mai 2025. Entre son entrée en présidence en novembre 2023 et mai 2025, c'est peut-être pas mai 2025, le taux de pauvreté en Argentine, il a été divisé par 2. Donc en fait, on est juste passé par une phase hyper hardcore et ensuite, boum, on est remonté. J'avais vu cette vidéo du coup de grand angle où le mec expliquait que ça pourrait peut-être être une bonne solution pour la France au passage. Je t'enverrai la vidéo, tu verras. Tu l'avais mise sur le drive, je l'ai regardé. Ouais. Ok, très intéressante cette vidéo. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je voulais revenir sur la question de la souffrance. Tu vois, les vieux qui essayent d'éviter la souffrance maintenant parce qu'ils disent, moi encore j'ai 15 ans à vivre, j'ai pas envie qu'on fasse maintenant le sacrifice parce que j'espère être mort dans 5 ans. C'est que si ton objectif, peut-être, c'est de réduire la souffrance humaine, quelle qu'elle soit, si réellement tu as une approche de compassion et que ton but c'est, je veux pas juste réduire ma souffrance à moi, mais je veux réduire la souffrance de moi, mes enfants, mes petits-enfants et des futurs êtres humains qui seront sur Terre. Et je veux faire que si on calcule, alors je sais que la souffrance ne se mesure pas, mais si on calcule la somme de toutes les souffrances accumulées sur les 500 prochaines années en Argentine, en fait, et que je veux la réduire, qu'est-ce que je fais ? Je fais le sacrifice maintenant pour qu'ensuite ça reparte. Et donc en fait c'est marrant parce que quand moi je vois des gens parler de Milei comme manque de compassion, soi-disant, de nouveau, j'aime pas les termes gauche-droite, tu vois, mais ultra-droite et ainsi de suite, moi je vois un mec qui dit littéralement je veux moins de pouvoir à l'État. C'est-à-dire je veux que l'État arrête de tout contrôler. Je veux qu'on arrête de donner des privilèges à certaines personnes qui sont corrompues, qui peuvent s'acheter du dollar pour moins cher et ainsi de suite. Parce que ce qu'a fait Milei quand il est arrivé, c'est qu'il a dévalué le pesos directement le jour de son arrivée. Donc il est arrivé, il a dit écoutez, le pesos tel que l'annonce le taux de change officiel de la Banque d'Argentine est surévalué. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ça permet à certaines personnes d'acheter du dollar pour pas cher. Dollar pour lequel tout le monde doit payer. Parce que la Banque d'Argentine imprime de l'argent pour pouvoir subventionner ce dollar. C'est des gens qui s'enrichissent de manière improductive. C'est des esclavagistes. C'est des esclavagistes. Alors ça, on part de nouveau sur une théorie beaucoup plus poussée. Ouais, mais c'est hyper intéressant avec tout ce qui repose derrière, je trouve. Donc Milei prend cette mesure du coup de dévaluer le pesos. En avril 2025, donc en avril de cette année, il a laissé le pesos flotter librement. Et en fait, ce que vous allez voir, si vous tapez genre pesos USD sur une charte Google, donc vous allez voir que le pesos jusqu'en avril 2025, il descendait du coup face au dollar, donc $1, je sais pas, les chiffres. $1 avant valait 1000 pesos, et ça montait de 1000 à 1200 pesos pour chaque dollar, genre vraiment sur une ligne droite.
Pourquoi ? Parce que c'était le taux au marché noir, mais sur le marché noir, en fait, c'est très difficile d'évaluer parce qu'on n'a pas assez de données. C'était pas uniquement marché noir, d'ailleurs, tu sais, les agences comme Bloomberg et ainsi de suite, ils essaient d'agréger, prennent plusieurs données. Et en fait, en avril 2025, tu vois que le pesos se pète la gueule. Donc en fait, un pesos passe de 1200, enfin c'est $1 passe à 1200 pesos, et tout d'un coup, il te faut 1400 pesos pour acheter $1. Parce que Milei a dit, maintenant on arrête d'essayer de faire des taux de change juste où notre banque centrale elle va dire ça vaut tant, on laisse faire le marché. Et en fait, quand tu laisses faire le marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent du pesos et ils achètent du dollar. Parce qu'ils veulent avoir un avenir. Et c'est ça la clé, d'après moi. Laisser faire la loi de l'offre et la demande. Laisser la liberté aux gens. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu donnes du pouvoir à une personne qui prétend pouvoir régler tes problèmes, certes, c'est tentant. Mais tu lui donnes du même coup le pouvoir pour t'enfermer dans la situation de merde, t'empoisonner et te vendre le remède à la fois. Dépendant de lui. Et ça, c'est l'histoire de l'Argentine. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Argentine depuis toujours. C'est une bonne façon de le présenter. Et donc, on pourrait parler pendant longtemps, je pense, de Milei, mais je pense que c'est un épisode qui est surtout concentré sur l'histoire de la monnaie en Argentine. Moi, je sais pas ce qui t'a le plus frappé, toi, dans cette histoire. Moi, c'était la pacification. Pour moi, c'est un truc de taré de forcer la conversion comme ça après la dévaluation, tu vois. Ouais. Je sais pas toi. Surtout quand c'est mené par une mouvance censée être plutôt de gauche, destinée à aider ton peuple. Tu vas complètement à l'encontre de l'aide. En fait, plutôt que de chercher à aider, tu cherches finalement à emprisonner, tu cherches à enfermer. À rendre dépendant. À rendre dépendant d'un système. Je sais pas si on peut dire que c'est probablement pas la volonté finale de rendre les gens dépendants. Je pense pas que ce soit, tu te dises, tu te réveilles un matin quand t'es ultra gauche, je veux pas utiliser les termes non plus, mais pour faire simple, tu te réveilles pas un matin en te disant, je vais rendre tous les gens dépendants de moi. Je pense pas qu'ils se disent ça. Non. Mais pour autant, c'est à quoi mène leur politique. Et c'est ce qu'on voit depuis 100 ans, du coup, en Argentine. En fait, j'ai pas envie, tu vois, comme on disait au début, faut pas que vous restiez bloqué sur les termes gauche-droite. Hein. Genre, posez-vous juste la question, parce que il y a deux théories. Soit la théorie, c'est, il existe des êtres humains incorruptibles qu'on va pouvoir mettre au pouvoir, qui non seulement du coup sont incorruptibles, mais qui en plus ont la capacité de piloter une économie et de prendre des décisions à l'échelle d'un pays, de tout mesurer. Ok, le pain va coûter tant, l'eau on va la subventionner à tant de %, la TVA c'est là-dessus, c'est tant de % et ainsi de suite. Si vous pensez que ça c'est possible, qu'on trouve un être humain incorruptible qui soit capable de mener ses calculs économiques, non corruptible, à ce moment-là, moi je peux limite pas vous en vouloir. Je peux vous dire, en fait, si vraiment vous pensez que c'est possible, c'est que vous pensez que ce genre de politique est tenable, qu'elle va résoudre plus de problèmes qu'elle n'en crée. Ma croyance personnelle, c'est que le mal existe en chaque être humain. Et qu'il n'y a pas d'un côté des gentils et de l'autre côté des méchants. Et que tout le monde est capable de partir en couille. Et à partir de là, l'idée, c'est de réussir à trouver un système qui va, autant que possible, empêcher les gens de prendre le contrôle du truc, de le corrompre et de le tirer à leur avantage. Et ça, c'est Bitcoin, en fait. C'est la théorie des jeux de Bitcoin. Enfin, c'est comme ça que Bitcoin fonctionne. Bitcoin, c'est un système où les incentives économiques, où personne n'a intérêt à tricher. Celui qui triche est puni par les règles du jeu. Et il est puni par des raisons économiques. C'est-à-dire que tricher est perdant économiquement. Yes. Et donc, c'est moi aussi, j'ai de la peine à comprendre. Est-ce que c'est un manque d'éducation de la part des gens ? Ou alors trop de... comment ça s'appellerait ? Ils voient trop de bonté dans l'être humain. Là où moi, je me dis que chaque être humain peut à tout moment te la mettre à l'envers. En fait, moi, je pars du principe que, à l'échelle d'une nation, donc, t'as 50 millions de personnes, t'as 50 millions de personnes qui ont chacune des intérêts. Tu peux faire des petits groupes, tel groupe a tel intérêt vers telle chose, tel groupe a plus intérêt à telle politique, tel groupe, tel machin. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne, à chaque instant de sa vie, quelles que soient les règles du jeu avec lesquelles elle joue, donc les lois, par exemple, elle ira chercher son propre intérêt. Pour pouvoir se protéger elle-même, mais aussi protéger sa famille. Et c'est là que tu retombes aussi sur une idée que j'avais entendue et que je trouvais assez sympathique. C'était l'idée de vivre dans un monde 100% capitaliste libéral. Qu'est-ce qu'on entend par libéral et capitaliste ? Peut-être juste... politique Milei, tu laisses faire le marché et chacun s'adaptera à ce marché-là. Et ensuite, de laisser, à l'échelle d'une famille, des amis, se créer un petit système communiste. C'est le problème du capitalisme, du coup 100% libéral comme le ferait Milei, c'est que tu laisses un petit peu de côté toutes les personnes, prendre des personnes handicapées par exemple.
Tu les laisses complètement de côté et je vais peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais t'en viendrais peut-être à un système nazi où ça revient à les condamner à mort en fait. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler, ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Donc il faut quand même qu'ils aient un moyen de s'en sortir. Par contre, du coup, donc si tu es dans un système capitaliste, tu les laisses pas s'en sortir. Mais si tu dis, à l'échelle de chaque famille, tu mets une loi qui dit que chaque père, chaque mère est responsable de ses enfants, chaque enfant est responsable de ses parents, machin, tu crées un petit système communiste micro-local où chacun va s'entraider. Les parents qui sont aptes à travailler, ils vont faire le nécessaire pour amener l'argent pour subventionner leurs enfants. Tu sais, les mecs qui ont les sans-abri ici à Barcelone, tu sais où est-ce qu'ils vont manger ? Dis-moi. Au couvent des nonnes. Et ça, c'est ouf parce que les gens le savent pas, mais il y a un couvent des nonnes ici. Tous les matins, distribuent le petit déjeuner. Tu peux aller dormir, je crois, ils ont une vingtaine de lits. Il y a une douche, donc faut faire des fois un peu la queue pour prendre la douche. Mais si tu veux, il y a des associations, qu'elles soient religieuses, même je suppose que dans des mosquées, tu peux, c'est pareil, tu vois, ils distribuent aussi de la nourriture. Mais donc, tu as des associations caritatives, des associations religieuses. Et en fait, c'est pas nécessairement à l'État de le faire. Et même si on peut se dire que l'État pourrait le faire, on pourrait très bien se dire que l'État aide, si par exemple quelqu'un handicapé physique, effectivement, là, l'État va aider un petit peu. Mais si cette personne ne peut pas le faire, t'as non seulement sa famille, et je pense qu'on n'est même pas obligé de contraindre la famille à le faire, mais elle va le faire d'elle-même. Et le problème, tu vois, c'est ça pose, à mon avis, une question, c'est si on aide le mec qui est handicapé des jambes, est-ce qu'on aide le mec qui est handicapé d'une seule jambe ? Est-ce qu'ensuite on aide le mec qui est handicapé des deux bras ou de... Et c'est ça le problème, tu vois. Et il y a toujours une personne qui va venir... C'est de nouveau... Moi, je prétends pas avoir de réponse à ça. Mais je pense juste que les gens devraient se rappeler que tout a un prix. Qu'il n'existe pas des privilèges gratuits et que quand tu donnes la force à l'État de dire ok, l'État en fait il peut imprimer de l'argent, donc taxer tout le monde de façon invisible pour aller résoudre les problèmes de n'importe quoi, de la sécurité, de la crise écologique, de l'armée, de nettoyer les rues pour que ce soit plus propre et ainsi de suite. Mais en fait les gens se retrouvent à se battre entre eux pour être celui qui va réussir à mettre suffisamment de pression sur la personne qui a le doigt, tu vois, pour appuyer sur le bouton et créer de l'argent. Et ce mec là en fait il va se retrouver à appuyer sur le bouton. Parce que s'il appuie pas sur le bouton, tout le monde va lui dire mais t'es un fils de pute en fait, t'appuies pas sur le bouton. Et donc souvent on est content de ce genre de politique quand le mec qui a le pouvoir d'appuyer sur le bouton pour prendre l'argent de tout le monde au final et financer des projets, on est content quand ce mec a les mêmes idées que nous. Et donc oui, il faut donner le pouvoir à ce mec-là. Mais on oublie très souvent que une fois que tu as donné le pouvoir à ce mec-là, son successeur il arrive et lui en fait il te la met à l'envers parce qu'il a pas les mêmes idées. Exactement. Et donc c'est une pente glissante et sur le court terme on peut se dire c'est une bonne idée. L'idée c'est de se poser la question, est-ce que sur le long terme c'est tenable ? Et donc effectivement, tu parlais du système démocratique. De nouveau, moi je suis d'accord, c'est un des problèmes de la démocratie, le fait par exemple qu'on ait des présidents qui soient élus que pendant 4 ans et donc t'arrives au pouvoir, tu dis je vais créer de la thune en masse parce que du coup pendant 4 ans tout le monde va dire effectivement ce politicien est super, regardez il a fait plein d'améliorations. Et ensuite t'as le président suivant qui arrive et c'est lui, quand lui il arrive au pouvoir, qu'il y a tous les prix qui montent, il dit ah oui très mauvais président parce que les gens réussissent pas à faire des liens dans leur tête. Cause à effet, les conséquences, parce que une décision elle a une conséquence directe mais elle a aussi des conséquences plus tard et ça je pourrais faire 50 ouvertures par rapport à ça, mais sur une échelle personnelle, chacune des décisions que tu prends aujourd'hui, elle a des conséquences dans 50 ans. Par exemple, t'as 16 ans, tu dis l'école c'est de la merde, j'ai pas envie de continuer, j'aime pas machin, la décision que tu prends aujourd'hui à 16 ans, elle a des conséquences sur ce que tu seras dans 10 ans, dans 20 ans. Ces conséquences, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, parce que j'ai un avis personnel sur l'école qui est que c'est plutôt un avis négatif, ça tourne encore, qui est plutôt un avis négatif, mais elle aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. À toi d'avoir l'esprit critique pour évaluer dans quelle mesure cette décision que tu prends a des conséquences. Et ça, tu peux le faire sur tout dans ta vie, en fait. Et tu peux le mener à un niveau plus étatique. Tout ce qu'on fait a des conséquences. C'est très difficile parfois de savoir est-ce que les conséquences de ce que je fais aujourd'hui elles seront positives ou négatives dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne dis pas que c'est facile à faire et que tu as juste à claquer des doigts pour comprendre. Je veux dire, on n'est pas dans un jeu vidéo où tu coupes 3 arbres, tu peux construire une maison, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi, d'après moi, ce qui compte, c'est au moment où tu prends la décision, au niveau de ta vie personnelle, c'est de prendre la décision en étant aligné dessus. Genre quand tu décides de faire un truc, si vraiment tu penses que c'était le bon choix, c'est le bon choix par définition. Ça va t'amener à un résultat parce que tu sais pas comment les conséquences vont se déployer. Peut-être que tu fais un choix et tu dis c'est vraiment le meilleur des choix et en fait tu le fais et ce qui t'arrive derrière, genre je sais pas, t'as fini tes études de médecine, tu te retrouves médecin et en fait c'était de la merde d'être médecin. Et donc comment savoir si un choix est bon ou mauvais? Et de nouveau, surtout que tu t'es beaucoup investi dans cette décision. En fait, si tu veux, ce que je veux dire c'est si tu peux savoir,
il est bon si tu l'as fait en étant honnête intellectuellement et en pensant avec les éléments de réponse que tu avais à ta disposition sur le moment, tu l'as fait en pleine prise de conscience, aligné avec ta conscience. Et je pense du coup, pour faire le lien avec, on parlait de gauche-droite, écoutez, ouvrez votre esprit, et quand je disais que la personne qui pense réellement au fond d'elle que l'être humain, il existe des êtres humains incorruptibles, et qui pense réellement au fond d'elle qu'une personne peut avoir ce pouvoir de créer de l'argent et redistribuer de façon efficace, de piloter à elle-même une économie tout seul, si elle décide de donner ce pouvoir à cette personne et de pas de s'indigner contre ce système qui dépouille les personnes qui possèdent de la devise, parce que les riches ne possèdent pas de devise, donc on parle des plus pauvres, si réellement elle pense ça, bah je me dis, elle est en train de prendre une décision qui est la bonne pour elle. Mais je suspecte que plein de personnes se ferment l'esprit, elles cherchent à ne pas comprendre, et pour cette personne, bah pour ces personnes-là, on ne sait pas trop ce que c'est la motivation. Moi, je parlais avant de la Juste, je t'interromps, je sais pas si elles cherchent à ne pas comprendre ou si elles ont parfois pas la capacité intellectuelle de comprendre. Je pense qu'ils s'identifient à leurs idées. Je pense que c'est surtout ça. C'est quand tu as passé X années de ta vie à voir les choses d'une certaine manière et que ton cercle d'amis voit les choses de cette manière-là. Oui, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, machin. Ouais, mais surtout, t'as pas envie de changer parce que tu vois, être. Oui, changer d'idée impliquerait un changement de groupe social, impliquerait un changement beaucoup plus large que juste. Et même pour ceux qui s'identifient à leurs idées, un changement d'identité. Ouais. Moi, je me suis toujours vu comme le mec qui pensait ça et penser autre chose, ça peut devenir difficile. Mais gardez en tête que vous n'êtes pas vos idées. Vous pouvez réfléchir et comme Milei les remettre en question, Milei qui passe 30 ans à étudier et à enseigner l'économie avec ses théories de il faut une banque centrale et ainsi de suite, vous pouvez réfléchir et vous dire mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste qu'une institution, privée, publique, semi-publique, tout dépend encore une fois de l'organisation des États, puisse... Il y a des mecs en ce moment où je vous parle qui, dans un bureau, sont en train de décider. Alors, vous n'avez pas voté pour eux, vous savez pas qui c'est, vous savez pas quand est-ce qu'ils vont décider, mais ils vont à un moment donné décider de à quel point est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter, et donc décider de quelle quantité de l'argent va rentrer dans l'économie, et donc décider de à quel point est-ce que vous allez perdre du pouvoir d'achat, et donc concrètement à quel point est-ce que vous avez travaillé dans le vide. De fou. Vous êtes des esclaves. Ouais. Tu sais, mec, par rapport... Bon, je pense que... Ouais, j'allais ouvrir encore une autre tangente, mec, faire une... Bah, je pense que on pourra en ouvrir 50 comme ça, mais... le sujet, il est intéressant, quoi. Ouais. Très intéressant. Si ça vous intéresse, moi, je vais le dire une dernière fois, Kylian, il y a ces liens vers... pour tout ce qui est... Investissement, placement... calcul de finances personnelles et ainsi de suite, différents. Moi, je vous le dis, j'ai fait un podcast avec lui parce que je l'ai découvert sur les réseaux et j'ai trouvé que le travail était de qualité, ça a aidé à bien vulgariser des sujets. Et si vous avez envie de comprendre, non pas l'investissement, mais plus la monnaie en tant que technologie, son évolution, histoire économique et surtout Bitcoin, comment est-ce que Bitcoin s'inscrit dans tout ça, vous avez dans la description mon cours l'opportunité Bitcoin. Le prix vaut rien. Honnêtement, le prix, c'est cadeau. Il y a même un mec, j'ai lu hier soir. Je lui ai fait la réflexion hier, mais pourquoi tu le vends à ce prix-là ? Il y a un mec hier soir qui a mis un commentaire sur ma vidéo YouTube, ça m'a fait trop plaisir sur le range ta chambre, voilà, sur l'épisode, je sais plus, la règle 11. Il a mis, ouais, j'ai acheté le cours et vraiment, ça vaut 1000 fois plus, et ainsi de suite. Et il a mis ce commentaire-là, mec, j'étais trop content, mec. Vraiment, j'ai pété le prix. Par contre, ce que j'ai dit, alors je l'ai pas dit, je l'ai dit juste sur ma newsletter, je l'ai jamais dit publiquement, mais en fait, le prix est indexé au cours du Bitcoin. C'est-à-dire que je vais calculer les ATH, donc les records du Bitcoin en euros, pas en pesos, calmez-vous, en euros. En euros, et en fait, à chaque palier de 10 000, le prix du cours va augmenter. Donc là, pour l'instant, le cours est à 100 euros. J'ai mis 99 euros, mais 100 euros parce que le record, c'est 100 000. C'est un peu plus que 100 000, mais quand ça arrivera à 110 000, le cours passera à 110 euros. Il sera à 109 euros. 120 000, 119. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Donc, éduquez-vous financièrement. Vous avez du contenu gratuit sur ma chaîne avec ces épisodes qu'on vous a tournés. Vous avez du contenu payant pour aller plus loin. C'est ça. Et prenez le contrôle de tout ça. Vous passez du temps à travailler et comprenez ce que c'est l'argent. Parce que c'est important. C'est des choses importantes. Je rajoute juste une chose. Quand on dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui, ça veut dire, peu importe s'il pleut, peu importe s'il neige, peu importe s'il y a du soleil, tu sors de chez toi et tu vas planter ta graine. Merci Kylian pour ton accompagnement sur ces épisodes. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Merci à vous pour votre commentaire que vous allez laisser là tout de suite maintenant. Allez, et le like. Et le like, évidemment. Et le partage. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion, là t'es pas mal occupé ces prochains temps, mais qu'on aura l'occasion de ces quatre de se refaire, si on se recroise à Barcelone ou autre, une nouvelle série. D'ici la fin de l'année, carrément. Dites-nous, si jamais vraiment ça vous a plu, quel pays est-ce que vous aimeriez qu'on analyse ?
Ouais, alors, ou c'est même, pas dit qu'on va la refaire, en tout cas pas cette année. Cette année, ça va être compliqué, mais si on devait la refaire, je pense qu'on repasserait sur les commentaires et puis on Carrément. regarderait. Moi, ce qui me tentait, c'était le Zimbabwe. Ouais, C'est juste parce que pour qu'on parte un peu en Afrique, là, faut des saveurs épicées un petit peu. Non, parce que là, on a vraiment donné l'impression que c'était vraiment les Sud-Américains, les corrompus, parce qu'on a fait Venezuela. C'est partout dans le monde. On voulait, alors, les pays qui existent, qui ont des histoires intéressantes, il y a l'Égypte, le Liban, le Soudan. La livre soudanaise aussi, elle est partie en couille. Hyper impressionnant. Turquie, classique. Le Zimbabwe. Donc ça, c'est actuel, ça c'est aujourd'hui, c'est pas des événements historiques. Je trouve que ça fait une liste assez longue, en fait. Si on va s'amuser à regarder l'histoire, ça part assez loin. France 1789, par exemple. Les assignats, donc on a la France. D'ailleurs, on avait dit qu'on faisait la France, on n'a pas pu le faire. On n'a pas réussi à le faire, on n'a pas trouvé le temps, mais ce n'est que partie remise. Complètement. Il y a aussi, mais vraiment, dans le sujet de la monnaie, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. Par exemple, comment la Russie a maintenu le rouble fort malgré la dévaluation qu'elle a, elle était forcée de financer le conflit en Ukraine. Comment elle a fait ça? Il y a l'histoire des camionneurs au Canada qui se sont fait. Mec, c'est incroyable. En gros, en 2020, si tu veux, il y a eu une obligation forcée, c'est le gouvernement canadien. Il a pris des mesures très autoritaires, on va le dire, très à la chinoise, tu vois, en mode ok, maintenant les vaccins sont obligatoires, je crois, pour ceux qui traversaient la frontière. Et il y avait des camionneurs qui étaient obligés de traverser la frontière parce qu'ils livraient des marchandises aux États-Unis. Exact. Et en gros, ces mecs-là ont fait une grève à Ottawa et c'est une grève pacifiste, tu vois. Et en fait, tous les mecs qui ont fait la grève, ils ont eu leur compte bancaire qui était gelé. Ah ouais? Ouais. T'imagines en France, au Canada. Au Canada. Au Canada, c'est ça le truc. Parce que tu te dis, ouais, c'est arrivé où ça? C'était en Iran, non, encore? Non, c'était au Canada, mec. Donc au Canada, tu te retrouves avec ton compte bancaire gelé. Et comment ils se sont financés? Parce qu'ils sont restés, je pense, pendant des mois à Ottawa en Bitcoin. Ils ont reçu des dons en Bitcoin. Bien sûr. C'est une solution à tous les problèmes économiques. Pas de tiers. Tu fais ce que tu veux. En fait, il y a à chaque fois un pour et un contre. Parce que là, il y a des gens qui vont dire oui, mais si les paiements sont plus censurables, du coup, les terroristes. Mais t'inquiète, les terroristes, ils utilisent du cash. Les terroristes, ils arrivent déjà à s'en sortir aujourd'hui. Ils trouveront toujours une solution en parallèle. Et en fait, l'idée aussi, c'est de se poser la question. Certes, quand tu laisses le contrôle à l'État, ça le permet de contrôler et d'éviter certaines choses. Mais est-ce que sous prétexte qu'il y a certaines personnes qui commettent des crimes, est-ce que tu vas accepter qu'on mette une caméra dans ta salle de bain parce que peut-être qu'un jour il y a un criminel qui va venir t'assassiner dans la salle de bain. En fait, c'est ça la logique. C'est ce que tu veux. À quel point c'est Benjamin Franklin qui disait que celui qui est prêt à renoncer à une partie de sa liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Et moi, je trouve qu'elle... Mec, dis plus rien. Ça veut dire cut. Bye bye. C'est trop stylé, mec. Non, j'adore ça, mec. Satoshi Nakamoto. Satoshi Franklin.